de MSC Trading et Digicel. Merci d'être encore avec nous sur Métropole pour la rubrique Le Point. On a eu en première partie Jean-Aubert Argan, le dossier de la République dominicaine, surtout l'arrêt 168-13 dont on commémore les 2 ans et ce 23 septembre a été au cœur de la première tranche. Avec nous, en seconde partie, les représentants du mouvement Haïti 2045. Là, je parle de Donald Imran, spécialiste en management, et Francisco Jouvin, qui est gestionnaire. Avec les représentants du mouvement Haïti 2045, on va parler perspective. Comme vous le savez, hier mardi, la Banque mondiale a présenté un rapport, et rapport qui a quand même les conclusions de ce rapport qui présente un tableau sombre de la situation économique ici en Haïti. C'est vrai qu'il y a eu des efforts, une stabilité relative au niveau macroéconomique, mais la croissance qui est faible par rapport aux besoins de cette population et l'extrême pauvreté qui gagne les zones rurales et l'explosion démographique en milieu urbain. C'est ça le tableau. Avec Donald Imran, rapidement, ce matin, on va voir, on sait qu'il y a eu, il y a quelques mois, cette volonté pour qu'Haïti soit un pays émergent à l'horizon 2030. C'est l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte qui était venu avec cette idée. Mais là, on parle de Haïti 2045. Donald Imran, comment vous voyez Haïti en 2045 et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour qu'on puisse avoir cette Haïti en 2045? Bon, et je salue donc les auditeurs et téléspectateurs de l'émission Le Point. C'est un plaisir d'être de retour. Merci donc pour l'invitation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on voudrait parler d'abord de 2 cycles. 2 cycles que le pays a vécu, 2 cycles de 29 ans. D'abord de 1957 à 1986, le cycle des Duvaliers. Dictature. Le peuple ne peut pas s'exprimer, ne prend pas les rues, mais monsieur Duvalier père et ensuite fils, ils sont dictateurs, donc ils règnent en maître et seigneur. C'était le premier cycle. Cause de ce premier cycle, beaucoup d'Haïtiens s'exilent. Il y a eu un peu de progrès, si on peut l'appeler ainsi, stabilité, mais on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas prendre les rues. Deuxième cycle de 29 ans également, 86 à 2015. On fait l'apprentissage de la démocratie. Parce que ce n'est pas encore la démocratie. On apprend à connaître c'est quoi la démocratie. Est-ce qu'on a réussi? Bon, je pense que... la question se pose. La question se pose et les résultats aussi prouvent le contraire. Parce qu'il y a eu une autre vague d'exil. Avant, sur les Duvaliers, c'était un exil plus politique. Et après, il y a eu l'exil économique et un exil à cause de l'insécurité. Donc, voici les résultats de ces 2 cycles. Donc, il y a de quoi se questionner. On entame un 3e cycle de 29 ans. On va, en 2016, avoir un autre gouvernement, un autre président. Ce 3e cycle va aboutir à 2045. D'où l'idée de dire, on a subi les 2 derniers cycles, est-ce qu'on va subir le prochain? Est-ce que ce n'est pas le moment à chacun d'intervenir, de s'impliquer et de dire, qu'est-ce que Haïti représente pour moi? Est-ce qu'on va continuer à s'exiler en République dominicaine, au Brésil? J'écoutais Radio Métropole tout à l'heure et Bello qui parlait des conditions des Haïtiens au Brésil. Est-ce que les Haïtiens vont continuer à s'exiler? Ou bien est-ce que nous allons construire ce pays ensemble? Si oui, comment et où commencer? Donc c'est ça l'idée de Haïti 2045, c'est ce 3e cycle. Et il nous appartient à tous de réfléchir sur ce 3e cycle et de voir comment aboutir à Haïti 2045 où Haïti sera différente. Différente dans quel sens? Sur le point économique particulièrement. Et la Banque mondiale a donné son rapport et Roro Farel dit souvent l'économie est trop importante pour la laisser seulement aux mains des économistes. D'ailleurs, je ne suis pas économiste et voilà, j'interviens pour parler de l'économie d'Haïti sur les 30 prochaines années. Et voyons quelques statistiques, ok, rapidement. Haïti, sur les 15-20 dernières années, a eu une croissance économique moyenne de 1,41%.
En même temps, la République dominicaine, sur cette même période, a eu une croissance économique moyenne de plus de 5,4%. 1,41%, 5,4%, ce qui donne aujourd'hui un PIB de 8,5 milliards de dollars, excusez-moi, pour Haïti, et plus de 64 milliards de dollars pour la République dominicaine. Voici la situation à l'heure actuelle. Si on continue avec la loi des rues, avec l'apprentissage de la démocratie comme on le fait maintenant, on va soit connaître une croissance similaire ou bien même moindre. Moindre, ça veut dire 1,5 ou moins. Donc on aura en 2045 quoi? 12 milliards de PIB pour une population de 16 milliards d'habitants. 16 millions, désolé avec les milliards et les millions, on se perd. Donc 16 millions d'habitants, 12 milliards de PIB. Donc, on va être plus pauvre parce que là, le PIB par capita sera de moins que 800 $ et actuellement, il est de 800 $. D'un autre côté, si on fait le même calcul avec la République dominicaine, qui a connu 5,43 milliards de croissance, donc si la République dominicaine continue avec cette même croissance, dans 30 ans, donc en 2045, la République dominicaine sera à plus de 350 milliards de dollars de PIB, tandis que nous, on sera à 12 milliards. Donc, on sera beaucoup plus pauvre et la République dominicaine beaucoup plus riche. Très bien. Maintenant, la question, c'est quoi faire? Voilà. Quoi faire? Je vais donner la parole d'abord à mon ami Francisco, qui va parler de son expérience. Qu'il était, moi aussi, je ne vais pas dire que j'étais un exilé, mais j'étais à l'extérieur du pays et je suis rentré. Je suis resté, on va dire, en tout 7 ans à l'extérieur du pays, 1 an plus ou moins aux États-Unis et 6 ans en Afrique. Et j'ai décidé de rentrer. Et il va parler de son expérience aussi, qui a décidé de rentrer et on va dire quoi faire maintenant à partir d'aujourd'hui pour que les 29 prochaines années soient différentes de ce qu'elles ont été dans le passé. Alors, on comprend que vous avez déjà commencé quelque part, et c'est peut-être dans la commune de Tabarra que vous avez démarré avec vos actions citoyennes. Et Francisco Jovin, vous êtes gestionnaire, justement. Vous avez démarré aujourd'hui, en perspective à 2045. Le quoi faire maintenant? D'accord. Bonjour. Je salue les téléspectateurs et les spectatrices de Radio Métropole. Donc, mon nom, c'est Francisco Jovin, comme tu as dit. Je suis professeur à l'ANP, qui est Académie nationale de police pour les commissaires en gestion. Je suis aussi directeur financier de Socoposa, qu'on connaît sous le nom de EVIS. Alors, comme a dit Donald, il a parlé de Haïti 2045. C'est très important. Pour réaliser ce rêve en 2045, il faut l'implication de tout le monde. Donald avait commencé 2045 au CAI. Maintenant, on est à Tabarra. Je représente le collectif de Tabarra pour Haïti 2045. On s'est réunis, on s'est dit, on a été élevés à Tabarra, nous sommes des héritiers de Tabarra, nous sommes des locataires de Tabarra, nous travaillons à Tabarra. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour Tabarra? Si on va à la banque maintenant, avec un terrain de Tabarra, la banque ne va pas financer. C'est un drame. Donc l'important, c'est de s'impliquer. Moi, j'ai laissé le pays, c'était en 2003, je suis retourné en 2005, c'est parce que j'ai fait un choix. Pourquoi je dois abandonner ce que mes parents ont fait? Et maintenant, j'aurai plus de problèmes à m'adapter à l'étranger. Je n'ai pas de problème, il y a ce qu'on appelle mobilité des travailleurs. On peut se bouger. Mais si je veux rester, on ne doit pas nous forcer. Maintenant, pour éviter tout ça, c'est de nous impliquer. Donc, ce qu'on a fait, on a rencontré des gens, mais on projette aussi de rencontrer d'autres gens à Tabarra. Par exemple, nous avons le colonel Antoine Atoris qui habite à Tabarra. Nous avons le ministre des Finances, Wilson Lalo, qui habite à Tabarra. Nous avons aussi Jean-Marie Théodate qui habite à Tabarra. Dadou Jamba, qu'on connaît sous le nom de Yves Jamba, qui habite à Tabarra, etc. Mais on va les chercher pour les impliquer. On a formé un comité provisoire pour faire ce travail. Impliqué pour faire quoi? Impliqué pour dire on prend Tabarra en charge. OK. Si nous avons des biens à Tabarra et on ne décide pas de nous impliquer, j'ai une question que je vais poser aux téléspectateurs. Si on demande à Tabarra maintenant, alors une partie va répondre, qui est
le maire de Tabar maintenant ou bien l'agent intérimaire de Tabar. Ils ne pourront pas répondre. Donc ce n'est pas possible. Donc le collectif qui s'est réuni pour former, c'est que on veut avoir des données, ce qui se passe, on veut rencontrer les autorités, on veut les accompagner, pas les sanctionner. D'où, rapidement, ce qu'on aimerait faire d'ici la semaine prochaine, rencontrer les candidats pour la mairie de Tabar. Pour l'instant, il y a 32 candidats, alors 32 cartels. Ça fait à peu près 96 candidats. Ça, c'est beaucoup. Donc, on va les inviter de nous présenter leur programme. Comme je disais tantôt, on ne va pas les sanctionner, on va les accompagner pendant la campagne et après la campagne. S'il y a un problème, par exemple, on doit rencontrer le directeur du SMCRS, un problème de déchets dans la zone. On ne va pas pénaliser le maire, on va le rencontrer. C'est quoi le problème? On va rencontrer le directeur SMCRS. Donc, généralement, on reproche aux citoyens haïtiens surtout de voter, élire un président ou encore un magistrat et après laisser ce magistrat ou ce président travailler seul. Donc, vous voulez remédier à cette situation et accompagner ceux que vous avez placés à la tête du pays ou de la commune. Tout à fait. D'ailleurs, c'est tellement important. Mais quand vous avez un maire, soit né dans la commune ou bien né dans d'autres communes, mais le maire, c'est une personne. Mais nous, les habitants, nous allons rester. Le maire va passer. Donc, d'où l'importance de l'accompagner. Mais nous pouvons aussi influencer, préparer le terrain dans 4-5 ans et peut-être diminuer cette affaire de 33 cartels. Pourquoi ne pas avoir 3 cartels, 2 cartels? Mais c'est un processus. Comme j'ai cité des noms, et je peux aussi citer, on a D'Alembert, c'est Emmanuel D'Alembert, c'est le père Emmanuel D'Alembert qui joue dans Dallas, qui habite aussi à Tabar. On a aussi le PDG de la Tessina qui habite à Tabar. Quand on fait une comparaison, le village Tessina et le village Théodate, quand on rentre dans le village Tessina, on n'est pas en Haïti. Mais pour traverser le carrefour Clersine, le carrefour Fleuillot pour y arriver, c'est l'enfer. Mais si des gens aussi intéressés à faire ce gros investissement, pourquoi ne les pas accompagner? Donc on est très content. On a aussi beaucoup d'autres villages. Donc d'où il faut aller chercher ces gens. Très bien. Ce sont des professionnels qui demandent des services. Maintenant, on va les accompagner, alors les autorités, pour aboutir avec ce service. Donc c'est une prise de conscience et au niveau de Tabar, vous avez lancé l'idée et déjà il y a un comité a été formé. Provisoirement justement, avec moyen, je dirais, d'étendre vos actions peut-être sur la capitale et voire même dans les autres villes. C'est sur les 140 communes. Bon, jusqu'à présent, on est à 140 communes, n'est-ce pas? Oui. Bon, plus les communes qui sont questionnées. Et donc l'idée, donc ça c'est un aspect de Haïti 2045. Donc l'idée en gros, c'est d'abord interpeller, sensibiliser pour arriver à un changement de comportement. Parce qu'il y a 2 façons pour arriver à changer un comportement. Renforcer les lois, c'est-à-dire le citoyen, il fait quelque chose qui est contre la loi, on le sanctionne. Clair, que ce soit un président, un simple citoyen, un sénateur, malheureusement, il faut rétablir l'autorité de l'État. Voilà, ça c'est une des façons. Mais nous, simples citoyens, nous n'avons pas ces moyens-là avec nous pour sanctionner les citoyens. Donc, je disais, il y a 2 façons de porter quelqu'un à changer son comportement. Donc, le sanctionner selon la loi, renforcer les lois, mais aussi le sensibiliser, lui montrer c'est quoi les impacts de son comportement, les impacts de son action. Donc, on dit souvent que Haïti est trop riche pour être pauvre. Au fait, nous avons beaucoup de ressources. Nous avons une ressource culturelle, mais vraiment extraordinaire. Nous avons des peintres, des artistes, des chanteurs, on a un relief, on a un climat qui pourrait attirer les gens. Mais en face de tout ça, nous avons un comportement pauvre. L'instabilité politique, les rues, c'est la loi de la rue maintenant qui s'impose. Les gens, les professionnels et les gens capables, ils se désengagent. Ok. Donald Imran, concrètement maintenant, en quoi est-ce que le mouvement Haïti 2045 peut influer positivement l'économie haïtienne? Très bien. Nous avons commencé par exemple au CAI.
nous rencontrons des jeunes pour, comme j'ai dit, changer le comportement en les sensibilisant. Parce que les jeunes, ils abandonnent aussi. Ils ne trouvent plus de modèle. Les gens ne vont plus vers eux. Il y a une coupure entre les professionnels et les jeunes qui viennent, qui naissent, qui vont être les responsables de ce pays. Donc si nous, les professionnels, nous ne nous impliquons pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, demain, ces gens, ils vont soit laisser le pays, soit ils n'auront pas ce sentiment d'appartenance pour dire que c'est mon pays, je dois travailler. Donc, nous allons les sensibiliser. Nous les rencontrons très souvent. On a commencé au CAI, on est à Tabar. Donc, c'est l'implication du citoyen. C'est l'implication qui va porter au changement du comportement. Maintenant, c'est pourquoi on a mis ça sur 20 ans, sur 29 ans, sur 30 ans. Ce n'est pas après cette émission que tous les gens vont dire « Ok, j'ai changé mon comportement ». Non, ils doivent voir pourquoi changer de comportement. Et ils vont le voir. Nous allons impliquer les médias, tous les médias, Métropole, et Radio Télé Guinée, et Vision 2000, et tant d'autres en dehors. D'ailleurs, au CAI, c'est avec Télénami que nous faisons ce travail. Ici, et à Port-au-Prince, c'est l'équipe d'Investir, Roro Farel, Réginald Noël et Wak-André, ainsi que Bobby Chauvette. Nous sommes tous avec l'idée de changer le comportement de l'Haïtien. Bobby le dit souvent, il est dans le tourisme, il sait ce que c'est, comment l'impact peut être négatif. Il était avec un groupe de touristes récemment, il va et sur la côte des Orcadais, les gens en revenant, c'est au niveau de l'Arcaïe, c'est bloqué, et bien ils perdent leur avion. On sait combien est-ce que c'est difficile. Voilà, donc ce comportement-là, il faut qu'on le change, et vraiment il faut aller trouver chacun, chaque citoyen, dans chaque commune, former des collectifs dans chaque commune, et puis sensibiliser. Moi, je vous dis que ça va avoir un impact et ça va changer le comportement. Oui, j'aimerais ajouter un point dans l'économie que tu as posé la question. C'est que nous avons connu 3 cycles. Il y a un premier cycle, c'est l'économie agricole. Deuxième cycle, c'est l'économie industrielle. Troisième cycle, là maintenant, c'est l'économie numérique. Si les professionnels ne s'impliquent pas, nous allons avoir un problème d'interlocuteur. Par exemple, vous allez à la chambre, ou bien à la mairie, au palais national, si vous ne connaissez pas ces notions, vous allez avoir des problèmes. Ce n'est pas l'idée il faut X, Y dans tel poste. C'est une question de profil et avoir aussi des conseillers. Nous n'avons pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'est une question de enlever Donald et je m'y mets. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Voilà. On a besoin de tout le monde. Et si on prend un exemple concret, il y a un débat qui se fait là pour la législation au niveau de tabac. Mais nous, dans le collectif, on a décidé de rencontrer les 2 candidats. On a dit soi-disant gagnants, premier et deuxième. On va les aider, comprendre ce qu'ils veulent faire. On n'a pas le choix de vivre avec l'existant. On verra après ce qu'on peut faire. Mais l'essentiel, il faut vivre avec les gens, les conseiller, écrire, et dans les journaux. Nous voulons finir avec cette histoire de casse. Il y a un problème à la commune. Vous allez rencontrer l'autorité directe. Tout passe par le dialogue. Tout passe par le dialogue. Si ça ne suffit pas au niveau de la mairie, avec le maire, vous allez voir le ministre de l'Intérieur, le ministre de tutelle. Ce n'est pas encore suffisant, on n'a pas de réponse, on va voir le président. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une solution. Donc c'est ça l'idée de prendre conscience, on a un devoir de bien faire. C'est un appel à une prise de conscience. Rapidement, dernière question pour finir, et messieurs. Et là, je vois surtout les citoyens. Vous vous adressez surtout aux citoyens. C'est vrai que aussi les autorités font partie de la population haïtienne. Mais concrètement, pour les autorités, est-ce que vous avez aussi des actions rapidement? Ah oui, parce que, et Francisco vient de le dire, cessons avec cette philosophie « au-toi que je m'y mette ». Tout le monde, on a eu plus de 70 candidats, pas vrai? Ben là, ils sont à 50 et quelques. 54. 54 candidats à la présidence. Les gens pensent que en étant capable de critiquer quelqu'un, on est aussi capable de le remplacer. Je peux critiquer Messi, pas vrai, mais je ne peux pas le remplacer. Et ce serait vraiment, je dirais, audacieux de ma part de dire que moi, Donald Emran, je peux aller remplacer Messi à Barcelone ou bien en Argentine. Et mais c'est ce qu'on a remarqué auprès de tous ces candidats. Pourquoi 70 candidats? Tout le monde pense qu'il peut changer ce pays. Parce que je peux voir les erreurs, je peux critiquer, je pense que je peux faire mieux. Exactement. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc, je pense que regardons Haïti, regardons l'histoire d'Haïti, contribuons ensemble.
on peut être dans l'opposition, on peut être à vie dans l'opposition. Moi, je pourrais être à vie dans l'opposition, je critique. Mais si je ne suis pas capable... Je fais des suggestions, je critique, et afin que ça puisse aller mieux. Voilà, parce que ce sera mieux pour tout le monde. Maintenant, je demande à ceux qui peuvent s'impliquer, à ceux qui sont capables de vraiment s'impliquer. Mais je ne vais pas donner les mains parce que je ne vois pas qui d'autre peut faire mieux. Et puis moi, je vais m'impliquer. Non, on doit finir avec cette philosophie, cette stratégie, parce que ça ne peut conduire qu'à la destruction, qu'à la loi des rues. Et on ne veut plus de la loi des rues, on veut réécrire l'histoire d'Haïti. On ne veut plus parler de 1804. On ne veut plus parler de Dessalines. Il faut cesser de regarder en arrière maintenant et de penser à l'avenir. Voilà. Le ministre de l'économie et des finances a fait un point hier et le ministre l'a dit, ça fait plus d'une quarantaine de présidents que nous passons, mais à chaque fois, il y a toujours des choses qui disent pas bon. Alors que c'est des mondes, leur qu'on a critiqué, tout le monde dit qu'on remet. Donc est-ce que ces présidents sont pas bon vrai? Ou bien est-ce que c'est parce que justement, nous n'avons pas gagné en tolérance pour accepter que tout le monde n'est pas obligé d'aller dans ce sens nous. On président qui pose une action qui part dans ce sens, on n'est pas obligé de choquer pour ça. Donc c'est, en parenthèse, pour dire que généralement, celui qui critique pense qu'il peut tout faire, alors qu'arriver au poste, il se fait critiquer lui-même. Donc c'est un cycle, c'est toujours comme ça. Ça va arriver. Même les plus grands présidents, ils ne sont jamais appréciés à 100% dans les plus grands pays. Donc, il y aura toujours une partie de la population qui ne va pas voir les choses de la même façon que celui qui est au pouvoir. Mais il faut accepter et tolérer et critiquer, dénoncer quand c'est nécessaire, mais aussi supporter quand c'est nécessaire. Et supporter quand c'est nécessaire, voilà. Et surtout s'opposer à la destruction. Voilà. Et justement, il y a même des pays qui ont connu des situations pires que ce qu'on connaît en Haïti. Donc. Ah oui. On peut prendre l'exemple de Rwanda. Rwanda qui a connu le génocide en 1994, il y a à peu près 20 ans. Il y a eu 1 million de gens à être tués sur une période de 100 jours, c'est-à-dire 10 000 personnes par jour. Et pourtant, maintenant, ils sont à plus de 5,5% de croissance économique annuelle depuis 2000. Donc, depuis 2000 jusqu'à 2015. En 15 ans. En 15 ans. Donc, c'est parce qu'il y a eu un président, Paul Kagame, responsable, honnête et intègre, qui a pris les rênes et qui maintenant fait marcher le pays. Donc, il faut des gens responsables et nous avons donc besoin du support de tous les citoyens pour responsabiliser nos dirigeants et se responsabiliser eux-mêmes. Dialogue, pas de casse dans les rues et puis des gens honnêtes, intègres et on pense que d'ici 2045, on aura une meilleure Haïti. Donc nous invitons les gens à aller et aimer la page Facebook de Haïti 2045 et à nous donner leurs suggestions, leurs idées pour voir comment on peut se réveiller un jour dans une meilleure Haïti. Voilà, c'est avec ces mots qu'on va mettre fin à l'émission de ce matin. Merci Donald Emran, merci Francisco Joven d'avoir été avec nous. Et on a 29 ans pour essayer de changer cette mentalité. On attend 2045. On commence maintenant. C'était avec nous Donald Emran et Francisco Joven du mouvement Haïti 2045 et particulièrement Francisco Joven qui est responsable du collectif des citoyens de Tabar. Merci d'avoir été avec nous sur Métropole. On a eu Jean-Robert Argan dans un premier temps et ses deux invités dans un second temps. Excellente journée avec nous sur le 100.1 et la 52. Mon nom, c'est Luc Nergaro. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.